tous et à toutes. J'invite les dernières personnes qui sont encore sur les côtés à nous rejoindre. On va commencer cette session. Donc je suis Tom Val, consultant pour l'agence Res Publica. Donc vous avez déjà rencontré Sophie Guillain ce matin. On accompagne la MOT pour l'animation de ces deux sessions. On est partenaire du Border Forum. Je suis aujourd'hui avec, vous le voyez, beaucoup de monde sur scène. J'ai plein de personnes pour m'accompagner dans ce débat. Je vais les présenter tout de suite. Je vais vous dire d'abord quelques mots sur notre sujet. Donc depuis hier, on a fait plutôt des tables rondes assez classiques, vous l'avez vu. Là, pour cet après-midi, on a un format un peu différent. On a appelé ça interpellation citoyenne. Alors c'est un grand mot, mais vous allez vite comprendre pourquoi on a appelé ça comme ça. Notre sujet, c'est la place des jeunes et de la société civile en général dans la construction de l'espace transfrontalier. Pour vous en dire deux mots, pour un peu situer les choses, alors je vais partir d'un parti pris qu'on pourra ensuite discuter. Ce qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'on l'a bien entendu aussi depuis hier et puis ce matin, on a plein de choses qui se font en termes de transfrontalier, des programmes, des initiatives, des dispositifs qui œuvrent pour la coopération transfrontalière. Ces dispositifs, ils visent souvent les personnes qui habitent sur les territoires transfrontaliers. Ils visent à répondre à des besoins concrets des populations qui habitent sur ces territoires. Je pense qu'on peut assez facilement se dire que ça peut être utile pour ces différentes politiques de coopération transfrontalière d'associer, d'impliquer les personnes qui habitent sur les territoires transfrontaliers, parce que c'est ces personnes qui sont directement bénéficiaires de ces dispositifs. Donc ça pose la question de, non pas pourquoi impliquer la société civile, les citoyens dans l'échelle transfrontalière, mais plutôt comment. Comment on fait pour faire participer, pour associer étroitement la société civile et les jeunes en particulier, puisqu'on a avec nous 3 jeunes qui vont pouvoir nous en dire un peu plus, dans la construction de l'espace transfrontalien, comment on fait pour faire cette implication à l'échelle transfrontalière. C'est une grande question qu'on pose, mais donc effectivement je ne suis pas tout seul pour y répondre. Avant de les présenter, j'aimerais vous poser une question que je vais du coup demander en régie ou à Clara de lancer. Je vais vous demander d'y répondre sur Slido. Donc pour les personnes qui sont connectées à distance, c'est facile, vous avez eu le lien depuis ce matin. Pour les personnes qui sont dans la salle, si vous n'avez pas encore eu, est-ce qu'en régie on peut l'afficher si c'est possible? Vous allez avoir le lien qui va apparaître. Le voilà. La question qu'on veut vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, il existe des opportunités, de multiples opportunités, qui sont facilement accessibles pour les jeunes pour s'impliquer à l'échelle transfrontalière? Alors vous avez plein de réponses possibles en fonction de à quel point vous êtes d'accord avec cette affirmation. Je vous laisse y répondre et puis pendant ce temps je vais présenter nos différents intervenants. On reviendra ensuite à vos réponses. Alors avec moi aujourd'hui, par qui je vais commencer? Je vais commencer peut-être par nos 3 jeunes et puis je présenterai ensuite nos représentantes institutionnelles en dernier. Donc avec moi j'ai Linus Bergauer. Donc tu es allemand. Tu vis actuellement à Metz et tu es dans un volontariat en grande région. C'est effectivement comme ça que ça s'appelle. On te laissera expliquer un peu mieux ce que c'est. Donc tu es dans le cadre de ce volontariat en grande région au club pour l'UNESCO à Metz. Tu vas pouvoir nous dire un peu plus ce que tu fais. Bonjour Linus. Ensuite Bekta, bonjour. Donc toi pour le coup tu as un CV transfrontalier un peu plus large, je pense que tu pourras aussi nous en dire un peu plus. Tu as notamment participé l'année dernière au programme Interreg Volunteer Youth, si je le prononce correctement. Donc tu ne fais plus partie de ce programme, mais tu vas pouvoir nous en parler parce que tu as fait effectivement pas mal de choses dans ce cadre. Et tu viens de Strasbourg, je crois, c'est ça? Et puis Iruné, je le prononce correctement. Tu es espagnol, tu viens de Euskadi et tu as notamment participé à un dispositif qui avait été mis en place par la communauté de travail des Pyrénées, le Forum Transpyrénéen pour la jeunesse.
avec tout un ensemble de jeunes également qui t'ont accompagné là-dedans, et tu vas pouvoir nous en dire un peu plus également. Et avec nos 3 jeunes qui sont donc là pour, on le verra, pour témoigner et puis aussi porter des interpellations, nous avons 3 personnes un peu plus âgées, non pas que je vais vous critiquer là-dessus. Madame Chantal Joanneau, vous êtes présidente de la CNDP, de la Commission nationale du débat public. On a sans doute pas mal de personnes qui sont familières de la CNDP dans la salle, je vous laisserai l'expliquer. Vous garantissez le droit à la participation des gens dans tout un ensemble de projets, de politiques. Vous pourrez nous en dire un peu plus aussi. Gaëtan Ricard-Nioul, vous avez un gros CV que je ne vais pas détailler non plus. Vous êtes notamment membre du secrétariat permanent pour la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui s'est achevée le mois dernier. Et vous avez aussi travaillé à la Commission européenne, à sa représentation en France, si je ne dis pas de bêtises. Donc on vous laissera aussi réagir là-dessus. Et puis Madame Alvarez, vous nous venez de la commune de Tomino, en Espagne, à la frontière avec le Portugal. Et vous êtes coprésidente d'une Eurocité, donc d'une alliance transfrontalière qui a été montée avec la commune portugaise voisine de Cervera, qui a mis en place depuis quelques années tout un ensemble de dispositifs transfrontaliers assez intéressants. Donc vous allez aussi pouvoir nous en parler. Avant de commencer, est-ce qu'on pourrait réafficher peut-être les résultats à la question que je vous ai posée tout à l'heure, s'il y a eu quelques réponses? Alors, ça c'est la question. Est-ce qu'on pourrait afficher les réponses? Voilà les réponses. Alors, on a globalement beaucoup de personnes qui sont plutôt d'accord ou pas vraiment d'accord. Vous avez plutôt fait des réponses de Normand. Donc plutôt d'accord ou des pas vraiment d'accord. Je pense qu'en tout cas, ce qu'on peut peut-être observer, c'est que aujourd'hui, les initiatives, elles existent pour impliquer les jeunes. On va le voir avec les 3 témoignages de jeunes que je vais ensuite laisser se présenter. Ces initiatives pour impliquer les jeunes à l'échelle transfrontalière, elles existent. Il y en a de nombreuses. À la fois du côté institutionnel et puis aussi parfois du côté associatif. Pas forcément tout n'est porté par les institutions. En tout cas, ça existe. La question, c'est, pour autant, ce qu'on voit, c'est que la participation des jeunes à l'échelle transfrontalière, elle ne va pas de soi. Elle fait face à un certain nombre de freins dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Donc la question qu'on veut essayer de se poser, c'est un peu comment on fait pour favoriser cette implication, quels sont les espaces possibles pour cette implication, quels sont les freins, quelles sont les barrières, et comment on fait pour lever ces freins. Je vais m'arrêter de parler, parce que j'ai assez parlé. Et puis je vais laisser nos 3 jeunes nous présenter un peu plus en détail leurs expériences d'engagement à l'échelle transfrontalière, en commençant par, alors je ne sais plus ce qu'on s'était dit, c'était Linus qui devait commencer? Ok, Linus, tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience transfrontalière que tu mènes actuellement? Ja, vielen lieben Dank, Tom, für die nette Einladung und zuerst einmal auch einen großen Dank. Merci de m'avoir invité et merci beaucoup à la MOT également pour cette invitation et l'organisation de ce merveilleux événement. Et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui me passionne, car je m'intéresse beaucoup au bénévolat dans les régions transfrontalières. Depuis le mois d'octobre dernier, je suis un volontaire dans une toute petite organisation pour l'éducation politique. Et bien sûr, je pourrais vous parler de divers aspects très intéressants, mais nous traitons dans notre travail beaucoup de mobilité, de transport. Et avant ce forum et d'y participer, j'ai essayé de réfléchir aux points les plus pertinents et qu'est-ce qui pourrait empêcher des jeunes de participer à de telles activités. Et je souhaiterais vous emmener
dans un voyage du bénévolat dans le monde. Et j'aimerais souligner 3 points principaux qui sont tout à fait pertinents ici. Et voyons si nous pouvons indiquer qu'est-ce qui faciliterait la plus grande participation des jeunes. Alors, démarrons par ordre chronologique. Et je commencerai en disant que il peut être difficile de trouver un projet bien adapté à soi. Je me souviens très bien du moment où j'ai pu profiter d'un poste de bénévole à l'étranger et j'étais très motivé, mais d'une certaine façon, je me sentais un petit peu dépassé par les événements. Pourquoi? Parce qu'il y avait tant de choses à faire associées au programme, il y avait des structures très complexes et le recrutement aussi n'était pas toujours tout à fait transparent. Alors, cela peut encourager, bien sûr, à suivre la voie la plus simple et facile. Et en ce qui concerne le bénévolat, moi, mon conseil serait réfléchissez si c'est vraiment pour vous. Alors, je ne sais pas, peut-être que mes attentes étaient différentes par rapport à certains programmes. Certains programmes m'intéressaient au début, mais au bout du compte, se sont avérés assez différents. Donc ça, c'est un aspect très important. Il faut que, lors du bénévolat, vous vous engagiez dans quelque chose qui vous intéresse vraiment. Et je peux dire que de mon point de vue, le processus de demande pour mon projet actuel, en fait, me plaît beaucoup. J'ai pu faire une demande de participation à un projet spécifique. Et ce n'est pas toujours le cas avec d'autres organisations. On fait une demande et puis on se voit affecter un projet sans savoir lequel ce sera. Donc, si vous pouvez vous informer d'avance pour quel projet vous serez affecté, eh bien, vous avez une bonne chance d'obtenir ce projet et de pouvoir y participer. Donc, un projet, en fait, qui vous corresponde bien. Une fois que vous découvrez ce projet, bien sûr, ça ne fait que commencer. Et ceci me mène à mon deuxième argument, à savoir le placement de bénévoles à l'étranger. Eh bien, cela demande beaucoup de bureaucratie. C'est très, très bureaucratique comme processus. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est quand même un point important à souligner. En ce qui concerne la bureaucratie, on pense toujours à l'Allemagne en tant que chef de tête de la bureaucratie, mais ayant vécu en France depuis quelque temps, je ne suis pas si sûr maintenant que l'Allemagne soit le pays le plus bureaucratique. Euh, mais en tant que bénévole, la bonne chose, c'est que vous n'avez pas à traiter toutes les questions administratives vous-même, car c'est l'organisation qui s'en occupe pour vous. Vous avez un certain soutien, mais malgré tout, toutes ces procédures bureaucratiques pourraient être simplifiées. Donc, et on dit tout ceci, une fois que j'ai trouvé le bon projet, on signe un contrat, et puis le véritable travail commence à ce moment-là. Mais certains doutes pourraient émerger dans les esprits à ce moment-là. Tout placement à l'étranger ou détachement à l'étranger pourrait apparaître comme une bonne idée, mais est-ce que c'est vraiment utile pour sa carrière future, pour sa vie future? Un grand nombre de jeunes pensent que, bah, écoutez, c'est un déplacement payé, gratuit en ce qui vous concerne. Ça vous permet de voyager, bien sûr, de voir d'autres horizons, d'autres pays, de participer à des forums merveilleux comme celui-ci.
Mais parfois, j'ai l'impression que je suis un petit peu en vacances. Et là, ça pourrait être considéré comme un aspect négatif. Il y a un aspect un petit peu trop ludique peut-être à la chose. Et ça ne devrait pas nous distraire du fait que tout détachement ou placement en tant que bénévole à l'étranger permet d'accéder à un grand nombre d'opportunités et joue un rôle important dans l'éducation non formelle, je dirais. Il y a certaines compétences nouvelles, pratiques que l'on peut apprendre. Ça nous permet de devenir plus indépendants aussi. Ça permet d'avoir une plus grande empathie aussi à la lumière du projet en question. Et puis, ça vous permet d'améliorer vos connaissances linguistiques également ou vos compétences interculturelles. Alors, j'ai détaillé un petit peu les avantages du point de vue personnel, mais je n'ai pas parlé de l'aspect social du bénévolat. Et vous savez, le travail et l'aspect ludique, en fait, ne sont pas nécessairement en opposition, ils peuvent être combinés. Et je ne peux que dire que j'ai beaucoup aimé mon activité actuelle. J'ai beaucoup appris, je dois le dire. Et je conclurai sur cette note donc très positive. Alors, j'espère avoir pu convaincre au moins certains d'entre vous qu'un placement en tant que bénévole à l'étranger ne doit pas être nécessairement être trop compliqué ou ennuyeux ou sans but. Au contraire, bien au contraire. Ça peut être facile à organiser, ça peut être passionnant et tout à fait enrichissant. Donc, j'ai grand plaisir, encore une fois, à participer à cette table ronde. Et voilà, j'ai fini et je rends la parole à notre animateur. Pour ce joli plaidoyer. Tu mets un peu la pression aux deux autres pour la suite. Iruné, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans ce forum transpyrénéen de la jeunesse? Juste avant de te laisser la parole, pour vous le rappeler, n'hésitez pas, notamment pour les personnes qui sont connectées à distance, à poser vos questions à nos trois jeunes qui sont présents ici avec nous pour nous partager leurs expériences. Si vous avez des réactions, des questions à leur poser, on les prendra juste après leur partage d'expérience, avant de continuer la discussion. Donc n'hésitez surtout pas. Et idem dans la salle, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on pourra les prendre juste après. Iruné, je te laisse nous expliquer ce qui s'est passé. Sí, claro. Yo, bueno, quería agradecer que me hayáis dado la oportunidad de participar en este Well, foro. thank you for giving me the opportunity to take part in this. Pardon, merci de me donner l'occasion de participer à ce forum. Mais avant de parler mon expérience en ce qui concerne le forum transpyrénéen de la jeunesse, j'aimerais vous parler de mon expérience de jeune vivant dans une région transfrontalière, le Pays Basque en ce qui me concerne. Je suis né et j'ai grandi dans le Euskabid, dans le Pays Basque, mais mon père est un montagnier en fait et un moniteur de ski. Et nous avions toujours donc un deuxième domicile dans les Pyrénées. Et ma vie a toujours été étroitement associée aux montagnes, par conséquent. Et quand vous êtes un enfant, vous ne vous intéressez pas bien sûr aux questions politiques et vous ne vous rendez pas compte de la réalité dans laquelle vous vivez en tant que communauté proche d'une frontière. Et c'était le cas pour moi jusqu'à il y a environ 2 ans. Un peu par hasard, un ami de mon père m'a envoyé un lien pour m'informer de ce forum transpyrénéen de la jeunesse et j'ai décidé euh, d'adhérer. Et je vous expliquerai pourquoi. Et puis ensuite, j'entrerai dans le détail de ce que nous faisons dans ce forum. J'ai décidé d'adhérer car, à part le fait que je me sentais très proche des Pyrénées comme zone d'activité et de sport, je pense que les Pyrénées sont une région transfrontalière très
riche du point de vue culturel. Nous parlons 7 ou 8 langues différentes dans cette région transfrontalière. Et ce ne sont pas seulement les deux langues principales, donc espagnole et française, comme on pourrait l'imaginer. Nous avons la langue basque, bien sûr. Nous avons le catalan aussi, qui est parlé également dans le sud-est de l'Occitanie. Et puis, le français est également parlé en France et à Andorre, car nous avons Andorre également, la langue espagnole, bien sûr, et l'occitan, qui n'est pas très utilisé de nos jours, malheureusement. Donc, j'ai pensé qu'il était très intéressant de participer et d'apprendre comment maîtriser ces sujets transfrontaliers et les cultures différentes et partagées tout au long de notre frontière. Mes premières sessions dans le forum étaient en ligne et régionales. J'ai travaillé en ligne avec mes collègues de l'Euskadi, le Pays basque espagnol, lors de 3 ou 4 sessions en ligne où nous avons préparé différentes thématiques que nous devions débattre en face à face dans le forum qui a eu lieu à Huesca. Et pendant ces sessions, différents groupes de travail ont été créés, quelques-uns travaillant sur des sujets interculturels, le transport, la possibilité de se déplacer entre différentes régions. Un autre groupe a parlé du travail et de l'émancipation, et un autre groupe a parlé d'autres sujets au niveau du changement climatique, par exemple, l'égalité des sexes. L'égalité raciale. Va a ser un poco lo que se trabajó en torno a ese tema. Pero luego redactamos un manifiesto, también lo hicimos por grupos, pero al final de las jornadas lo pusimos en común. Je dois dire que sur notre site web également, vous pouvez en fait trouver une lettre que nous avons publiée ainsi qu'une vidéo que nous avons préparée qui explique les différents sujets que nous abordons en tant que jeunes. C'était une merveilleuse expérience, je dois dire. Nous avons finalement pu nous réunir en présentiel dans la ville de Jaca, dans les montagnes. Et nous avons fait une présentation par région. C'était un très bon début et c'était très enrichissant, car on s'est rendu compte que, à part les similitudes culturelles, il y avait d'autres similarités. Le fait de vivre dans une région montagneuse, transfrontalière, ça veut dire que pas mal de nos traditions avaient été bien préservées. Dans le Pays basque, par exemple, la musique, le chant, la danse, et en Catalogne, c'est différent. Et la mélodie de base est la même, en fait, mais il y a des variantes. Donc, c'est intéressant de se rendre compte des différences et des similitudes. En Occitanie également, nous avons fait une présentation par région. Et au bout du compte, finalement, on a pu aboutir sur une présentation commune pour tous. Et les jours suivants, donc, on a travaillé sur différents sujets. Et en tant que jeune, on pensait qu'il serait bon peut-être de travailler sur ces sujets en plus de détails. On a parlé de la protection de nos langues maternelles, de la vie des gens dans les régions transfrontalières. On a parlé des difficultés qu'il y avait à partager des cultures entre différentes régions dû au manque de culture commune. Et dans notre cas, nous nous sommes dit, eh bien, vous savez, c'est beaucoup plus facile pour nous de trouver un film qui aurait été filmé donc à Madrid ou en Andalousie, car légalement, bien sûr, nous sommes dans le même pays, que d'accéder à un film qui aurait été tourné à Hendaye ou à Bayonne, des villes qui sont pourtant beaucoup plus proches géographiquement parlant de nous, car les échanges culturels n'avaient pas été suffisamment promus. Et une fois que nous avons couvert ces différentes thématiques, plusieurs propositions ont été avancées, incluses dans une vidéo et affichées sur notre site web, partagées avec les autres groupes de travail pour savoir ce dont ils avaient parlé.
Et lors de la dernière journée, on a organisé un forum avec les différents représentants de la région et nous avons expliqué nos préoccupations. Nous leur avons présenté nos propositions qui, selon nous, étaient viables, bien sûr, et comment les disséminer. C'est l'un de nos problèmes, en fait, en ce moment. C'est les obstacles qui existent entre, disons, les institutions et la jeunesse. Les gens ne regardent pas autant les nouvelles ou ne lisent des journaux aussi souvent que par le passé. Moi-même, quand j'étais très jeune, enfin, je regardais ça en famille. Et donc, on s'est posé on s'est posé la question sur les outils qui pourraient être utiles et dont les jeunes pourraient se servir. Donc voilà, je serais très heureuse de répondre à toute question que vous auriez. Merci. Merci beaucoup, Iruné. Je laisse la parole à Bekta pour terminer sur ce partage d'expérience. Good afternoon. So thank you as well to the MOT for inviting me. So as Tom said, I am actually French from Strasbourg. So it might be strange that I'm speaking English, but I have been away from France for a while now, and I'm a little bit more comfortable in English at the moment, but my brain is turning back into French these last few days. So maybe a few words will mix up. So I apologize for the translation. So actually, I grew up in Strasbourg. I have quite a few experience in volunteering, but also cross-border cooperation or youth involvement. But today I have been invited mostly to speak about the Interreg Volunteer Youth Program. So for those of you that don't know what it is, I will present it quickly. And I invite you actually to go look in the interregyouth.com website for more information, because I will mostly speak about my own experience through the web. Je m'excuse de ne pas avoir allumé de microphone. Je vais parler du programme. Je parlais de Interreg Youth. C'est un programme lancé en 2017 avec DG et l'Association des régions transfrontalières de l'UE qui permettent aux jeunes de 18 à 30 ans de se porter volontaire dans un programme Interreg ou un projet Interreg pour une période de 2 à 6 mois. Comme bénévole, vous pouvez être partenaire de projet Interreg, c'est-à-dire vous êtes accueilli et vous êtes impliqué dans un projet et ensuite vous aidez soit dans la mise en œuvre d'activités du projet ou vous aidez dans le partage des résultats et de visibilité, ou vous pouvez être un rapporteur Interreg dans un programme Interreg de différentes sortes, dans différents programmes. Et ensuite, vous êtes plus impliqué dans les activités de communication et dans le partage, et vous aidez à soutenir pour aider une visibilité du programme en se mettant en contact avec les communautés au niveau local et avec le grand public. L'année dernière, j'étais un rapporteur Interreg, Interreg France Wallonie-Flandre, un programme transfrontalier entre la France et la Belgique. Pendant cette période, j'avais déjà connu le programme depuis un moment. J'étais ravi d'avoir la chance de faire cela l'année dernière parce que j'ai pu témoigner la période de transition entre deux programmes, Interreg 5 et Interreg 6. Et on m'avait donné la possibilité de participer de manière active dans cette nouvelle programmation et d'écouter, mais aussi donner mon avis sur la stratégie nouvelle, ce qu'on pouvait mettre en place à la fois en termes de communication ou aussi en termes des objectifs et des priorités des jeunes vivant dans des régions transfrontalières ou impliqués dans le processus de prise de décision. Ce qui était très important pour moi parce que j'ai vraiment senti qu'on m'écoutait, mais aussi pris en compte. Lorsque je parlais, j'aime parler avec parler de mes collègues, mais en fait, ce n'était pas mes collègues parce que j'étais bénévole, mais j'étais parmi les professionnels Interreg, mais je pensais être leur apprécié, j'étais égal
et j'étais apprécié et mon expertise, je ne sais pas si je peux citer cela comme tel, je suis peut-être trop jeune, mais mon expertise, on me demandait de contribuer avec mes connaissances, soit avec des activités pratiques comme les réseaux sociaux ou des articles sur des projets, des résultats ou les impacts sur les programmes, mais plus aussi en termes de stratégie, sur la mise en œuvre des stratégies de communication suivantes pour toucher les bénéficiaires, mais aussi les leaders des projets ou d'autres parties prenantes dans le secteur. En fait, c'est ça que je cherchais. Donc, j'ai grandi dans une ville frontalière, mais c'est peut-être bizarre, mais jusqu'à il y a 2 ans, le Covid, bien sûr, je n'avais jamais eu cette idée d'une frontière. Et pour moi, je n'avais pas vraiment vécu de frontière. Je connaissais la frontière. Je savais que de l'autre côté du Rhin, ce n'était plus la France, ce n'était plus Strasbourg, mais dans la manière de vivre, la manière d'être, c'était seul espace. C'était pas la même ville, mais c'était mon espace, ma vie. Et tout d'un coup, bon, la frontière était fermée. J'ai ressenti le besoin de mieux comprendre ce qui se passait, ce qui était fait et ce que cela voulait dire une coopération territoriale au niveau local. C'est pour ça que j'ai décidé de participer comme bénévole dans un programme de coopération transfrontalier. J'ai appris beaucoup sur le rôle de chaque acteur et comment cette dimension de l'UE reflète est reflétée au niveau local et régional. Et si je peux dire, c'est très bizarre, mais j'ai fait cela de manière passionnée et je suis porté volontaire de différentes manières et j'ai fait service civique aussi. J'ai fait beaucoup d'autres programmes, mais le programme Interreg Volunteer Youth est différent. La manière dont le programme a été conçu, ses objectifs de grandir la prise de conscience de la société civile et des jeunes et leur implication en créant la possibilité de mélanger les personnes qui sont les bénéficiaires en fin de compte avec ceux qui agissent de leur part. C'était différent parce que j'ai pu comprendre mieux ce que ça veut dire, parce que j'ai pu faire des projets qui ont fait des impacts de chaque côté de la frontière et comment ils ont répondu aux besoins d'une population qui, à un moment donné, a fait face aux défis qui étaient suite à une frontière qu'on oublie maintenant. Je pense qu'on se rappelle maintenant qu'en fait, la frontière est toujours là. Ce n'est plus là en termes physiques, mais il y avait toujours des obstacles qu'il fallait tacler ensemble. Et en étant bénévole, j'ai pu mieux comprendre et j'ai décidé, même si je suis jeune, j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre. Depuis 2 jours, j'ai appris beaucoup sur ce qui se passe dans vos régions frontalières et ce qui se passe. Mais j'ai aussi des idées, des capacités que je veux utiliser pour contribuer à cette coopération. Et un défi que j'ai relevé pendant cette période, lorsque j'ai essayé d'expliquer de quoi il s'agit à un bénévole Interreg, il y a beaucoup de parties prenantes qui n'ont pas l'habitude d'avoir des jeunes autour. Ils n'ont pas l'habitude de nous percevoir comme membres actifs du processus de prise de décision ou de mise en œuvre de projets. Et lorsque je disais bonjour, je suis bénévole dans ce programme, ils disaient OK, vous faites votre stage. Non, non, je ne fais pas d'acte de stage. Non, non, en fait, non, non, je suis bénévole. Je suis ici pour contribuer, pour donner de mes capacités, pour comprendre, pour apprendre aussi, parce que je ne connais pas tout. Mais
je suis ici pour vous donner quelque chose aussi, non seulement pour apprendre, mais aussi avec mes amis, parfois l'aspect bénévolat de contribuer quelque chose et peut-être contribuer parfois au niveau institutionnel à une mauvaise image, dire ce n'est pas un boulot. En fait, qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, j'aide à changer et créer mon propre avenir dans ma région. Et cela est une chose qui, à travers ce programme de bénévolat, lentement, il y a plus de 700 jeunes qui contribuent déjà depuis 5 ans. Donc, c'est déjà quelque chose, mais lentement, mettre ces bénévoles dans un environnement plus organisé pour donner l'idée que les jeunes aient un voix dans ce processus. Voilà mon expérience. Témoignage, des jolis plaidoyers, donc merci à tous les trois. On a eu quelques questions dans les slidos. Alors, je ne sais pas si du côté de nos trois intervenantes, vous avez des choses à nous dire, vous avez plein de choses à nous dire sur la question de l'implication des citoyens, donc on va vous laisser le temps de nous exprimer vos retours aussi là-dessus. Est-ce que vous avez des réactions sur les témoignages que vous avez entendus? Je m'adresse à vous trois, je m'adresse aussi aux personnes dans la salle. S'il y a des questions, je vous laisse peut-être y réfléchir. J'ai quelques questions moi dans le Slido, notamment pour Iruné sur la question des langues. Et ça va être, je pense, aussi une question assez intéressante à voir sur la question de la langue, notamment aussi par rapport à vous, Gaëtan, je vais y arriver. Madame Ricard-Nioul, sur votre expérience de la conférence sur l'avenir de l'Europe. En tout cas, sur la question des langues, Iruné, est-ce que tu peux nous expliquer quelles langues étaient utilisées pour les échanges dans le cadre du forum transpyrénéen? Sí, claro. Bueno, una de las primeras decisiones que se tomó, con las que ya se iba, era que cada Oui, la décision prise, c'était que chaque région avait le droit et le besoin d'utiliser leur propre langue et de faire connaître leur langue par les autres. Donc, on avait la possibilité de communiquer dans la langue de notre choix. Parmi nous, les jeunes, selon avec qui vous étiez, vous, vous aviez la possibilité d'utiliser la langue partagée pour communiquer. Et la dernière lettre était rédigée. Je ne suis pas certaine parce que j'ai édité la vidéo, mais je pense que c'était rédigé en espagnol, anglais et français. Mais dans la vidéo, il y a différentes clips vidéo de différentes personnes. Chaque personne parlait d'un point spécifique et chaque personne a parlé dans la langue de leur choix parce qu'il y a basque, espagnol, français et catalan. La langue qu'on n'a pas pu trouver, c'était l'Occitanie parce qu'il n'y avait pas beaucoup de l'Occitan, parce qu'il y avait peu de personnes qui l'utilisaient. Il y en avait qui avaient appris quelques mots, quelques chansons à l'école primaire, mais il y avait personne qui pouvait parler, bien maîtriser cette langue, donc on n'a pas pu l'inclure. Je pense que cette question de la langue, on parlait des freins à l'implication des jeunes à l'échelle transfrontalière tout à l'heure. C'est peut-être un frein auquel on ne pense pas forcément, mais qui peut être assez bloquant. Peut-être que sur ça, Madame Ricard-Nioul, alors vous avez eu cette expérience de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui n'est pas proprement transfrontalière, qui est transnationale. Mais vous avez eu un enjeu de ce multilinguisme à gérer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment vous avez fait pour organiser cette consultation citoyenne à l'échelle d'autant de pays? Comment vous avez fait pour gérer cette question de la langue? Et est-ce que vous avez aussi rencontré d'autres freins un peu pratiques, un peu très concrets dans le mécanisme de participation? Bien, merci beaucoup et bonjour à tous. Bon, peut-être d'abord rappeler en quelques mots ce qu'était la conférence sur l'avenir de l'Europe pour ceux qui ne connaissaient pas ce projet. C'est une expérience inédite à l'échelle européenne de démocratie
participative et délibérative. Elle a été organisée par les 3 institutions de l'Union européenne, les 3 principales, on va dire, la Commission, le Parlement et le Conseil. Et ça a duré toute l'année dernière. Elle reposait en fait sur 3 piliers qu'on a appelés les 3 P d'ailleurs, une plateforme en ligne multilingue, et on va y revenir parce qu'elle a permis de faire des bonds en avant aussi dans ce domaine, des panels citoyens pan-européens qui eux aussi étaient multilingues, donc 24 langues pour le travail en plénière et 4-5 langues pour le travail en groupe de travail. Et ensuite, une plénière, et ça aussi c'était très intéressant puisque pour la première fois, on a mélangé en fait des composantes politiques, des représentants politiques avec la société civile organisée et avec un groupe de citoyens qui émanait des panels citoyens. Là, bien sûr aussi, 24 langues en permanence, que ce soit en plénière ou en groupe de travail, suivant les langues qu'on recherchait. Ce que je peux partager à ce stade là-dessus, c'est 2 choses qui sont très positives. La première, c'est que on a dépassé, on a contredit tous les scepticismes à cet égard. Voilà, parce que on nous a dit ça ne marchera jamais, la démocratie transnationale en 24 langues, c'est pas possible, faites-les à l'échelle locale et puis après envoyez les gens peut-être au niveau européen, mais pas directement en pan-européen. Et en fait, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Ça demande pas mal d'organisation, ça demande un investissement en termes d'interprétation, mais ça fonctionne. Et je dirais même plus, c'est le deuxième leçon positive qu'on retire de cette expérience, c'est que ça apporte quelque chose en plus. Voilà, qui est clair, qui est bien sûr ce que chacun d'entre vous a évoqué et qui est fondamental, qui est l'interculturalité, l'échange avec quelqu'un qui est différent, mais comme vous l'avez dit, chacun à votre manière a plein de similarités, tout en ayant cette langue différente et ce contexte culturel différent. Donc ça apporte évidemment cette richesse de l'échange. Mais ça apporte aussi quelque chose qui était peut-être pas encore très connu dans le domaine de la démocratie délibérative, c'est que ça donne un rythme différent aux délibérations. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait l'interprétation donne un rythme aux échanges qui est encore plus, je dirais, pacifique et à l'écoute, peut-être qu'il ne l'est généralement, parce qu'on sait que les assemblées citoyennes, très souvent, on cherchent le consensus et des recommandations collectives et donc sont assez pacifiques et consensuelles comparées à d'autres domaines de la politique qu'on connaît, qui sont un peu plus conflictuels. Mais la langue, en plus, la différence de langue et le fait de faire l'effort pour aller vers l'autre et le comprendre a ajouté une dimension encore plus d'écoute. Peut-être que je m'arrête ici à ce stade et puis on pourra revenir sur la conférence sur d'autres aspects. Merci beaucoup. Peut-être un autre sujet aussi qui a été, qui revient dans le Slido et qui a aussi été un peu exprimé dans vos témoignages, par rapport à la question de la frontière physique et de sa fermeture aussi. Je me tourne peut-être vers vous, Madame Alvarez, par rapport à ce que vous avez mis en place à l'échelle locale, donc avec cette commune voisine de Cervera. On sait qu'au moment du Covid, le fait d'avoir cette frontière, ça a été un peu un enjeu. Il y a eu un enjeu aussi de défendre les intérêts des personnes qui étaient dans votre Eurocité que vous avez construit avec cette commune voisine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà pour que peut-être que les personnes dans la salle aient un peu en tête ce qui a été mis en place, donc notamment cet organe défenseur de droits, et puis vous avez aussi mis en place un budget transfrontalier. Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place et aussi comment vous avez fait pour réagir face à cet enjeu d'une frontière qui se ferme et comment cet organe de défense de droit a pu jouer un rôle là-dedans? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias para la Eurocidad de Cervera Tomiño. Bonjour, merci de la part de l'Eurocité de Tomigneux. C'est un plaisir d'être avec vous ici pour parler avec les jeunes qui sont l'avenir de l'Europe. C'est un honneur pour moi d'être ici. Je viens d'une région transfrontalière entre Galicie et le Portugal.
Nous avons l'Euroville avec environ 25 000 personnes et une histoire longue de coopération. Nous partageons des services et une gouvernance partagée. En plus, par hasard, nous avons participé depuis longue date dans la gouvernance de notre Conseil des jeunes. Nous sommes une ville de jeunes. Cela a été reconnu par l'UNICEF pour la participation de gouvernance dans la gouvernance locale. Dans ces cas spécifiques que vous avez cités, ce sont intéressants parce que nous avons 2 projets intéressants financés par Interreg. Tout d'abord, un budget de participation transfrontalière qui a fait en sorte que 20 organisations de Galicia et du Portugal ont travaillé la main dans un projet qui avait soit une implication sociale, culturelle ou de sport, avec que 20 000 € par an que nous dépensons en général, globalement 80 000 €. On fait cela depuis 5 ans, mis à part dans l'ère du Covid, et c'est un petit projet qui est très localisé, qui travaille avec les personnes. On se focalise sur eux pour contribuer à un renforcement du citoyen européen. Un autre projet intéressant, c'est un projet que nous avons créé pour les défenseurs de citoyens transfrontaliers. 2 individus, Galiciens et Portugais, qui ont été nommés par les gouvernements, mais qui n'ont pas de vue politique, pas de salaire, n'appartiennent pas à parti politique. Et ces individus résolvent les problèmes d'envergure locale auxquels les citoyens doivent faire face dans ces territoires. Des problèmes comme comment partager les piscines, par exemple. Les modalités de paiement ne seront peut-être pas valables pour les Espagnols qui vont en Portugal, ou quelque chose qui était très important pour nous est lié aux jeunes, la manière dont nous rédigeons les PV, les rapports de mobilité pour les jeunes et les enfants d'un côté et de l'autre côté de la frontière. Mélano Terveda dit qu'ensemble, nous sommes ensemble à côté d'une rivière, nous sommes liés par cette barrière physique parce que grâce à cette rivière, nous sommes communiqués. C'est 180 mètres en fin de compte qui n'est rien. Les jeunes, les enfants d'un côté et de l'autre ne peuvent pas entreprendre des activités conjointes dans le secteur de l'éducation. Les enfants de Tomigno ont beaucoup de difficultés pour visiter un autre pays, pour voir les musées à Cerveda qui est à 180 mètres d'eux, et ils doivent être en conformité avec les mêmes besoins qu'ils auraient à remplir pour visiter, disons, l'Allemagne. Donc, ces rapports entre d'autres documents nous ont permis d'avoir des programmes de résolution, un bon programme qui a été sponsorisé par la Commission européenne qui cherche à résoudre des problèmes à l'échelle de l'Europe pour faire face des frontières à l'intérieur de l'Europe. En gros, nous parlons de frontières internes qui représentent 30% des habitants. Nous vivons, beaucoup d'Européens vivent à côté des frontières, donc beaucoup de personnes dans différentes circonstances et de projets comme ce projet de résolution portent une visibilité de ces projets qui sont parfois pas très visibles. Pour l'histoire, j'ai parlé d'un grand-père qui se déplaçait avec sa petite fille qui avait trouvé que ce qu'il faisait était illégal parce qu'il fallait porter tous ces documents de sa petite fille afin de traverser la frontière. Donc, ce qu'on essayait de faire avec notre projet de coopération, c'est de permettre et de faciliter la vie de tous les jours des individus. C'est ça que les citoyens cherchent, c'est ça une base pour résoudre cette idée de citoyenneté d'Europe, plutôt que de considérer que cela comme obstacle, de considérer l'Europe comme opportunité plutôt et avantage par rapport au bénévolat.
Je vous comprends parfaitement parce que si vous êtes bénévole, Interminio, on reçoit aussi des personnels bénévoles et on a aussi eu cette question. Donc, nous avons eu une tradition dans notre ville de recevoir des bénévoles de l'Europe. Et félicitations parce que vous faites un bon travail et nous vous encourageons de continuer à faire ce travail. Merci beaucoup. Avant de continuer, peut-être sur l'implication des jeunes en particulier, Madame Alvarez. Donc on l'a vu, ce que vous avez mis en place a pu servir la défense des droits des jeunes en particulier à l'échelle de l'Eurocité. Est-ce que dans les autres dispositifs que vous avez mis en place, notamment ce budget participatif transfrontalier, vous avez réussi à impliquer et à faire participer des jeunes dans ce budget? Alors si oui, comment et sinon pourquoi? Est-ce que vous avez des pistes là-dessus aussi pour parvenir à impliquer des jeunes dans des dispositifs de ce type? Sí, hemos conseguido que participen más de 1.500 jóvenes de un lado y de otro de la frontera. Oui, on a eu l'implication de plus de 1500 personnes de chaque côté de la frontière dans la culture, les sports, des projets de culture de sport, mis à part malgré les problèmes de mobilité qu'on a cités tout à l'heure, qui sont très préoccupants. En 2023, après la pandémie, nous attendons de revoir notre budget de participation et nous allons faire cela accès uniquement pour les jeunes. Et ce sera les jeunes qui vont décider et voter parce que nous parlons de système de vote par Internet où les jeunes pourront voter et affecter les fonds que les conseils municipaux vont donner à des projets sur l'environnement, sur la culture, sur les sports et sur le fait de vivre ensemble. En plus, dans la conception de l'agenda 2000, dans le contexte de l'agenda 2030, nous donnons une voix à différents jeunes dans des tables rondes sur l'économie circulaire, la durabilité, l'environnement et une participation spatiale des jeunes des deux côtés de la frontière parce que nous pensons que, en fin de compte, ils ont une voix plus jeune, une vision nouvelle, différentes manières de considérer les choses. Donc, en fait, sûrement, ils pensent moins à la frontière par rapport à leurs parents, leurs grands-parents. Donc, à cet égard, ils apportent une vision nouvelle et ils considèrent cela d'un point de vue innovateur parce qu'ils voient des opportunités de l'autre côté. Comment on fait pour capter des jeunes et pour les impliquer? Alors là, on va plutôt parler à l'échelle nationale, même si on pourra aussi voir qu'est-ce qu'il en est à l'échelle transfrontalière. Dans les processus que vous accompagnez, notamment les débats publics, vous pourrez peut-être en dire un mot aussi pour que tout le monde ait bien en tête ce que c'est. Est-ce que vous arrivez à impliquer des jeunes en fonction des sujets aussi? Comment vous faites pour arriver à impliquer de façon utile et efficace des jeunes dans les processus que vous accompagnez? Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, je vais peut-être commencer par décrire ce qu'est la Commission nationale du débat public et ce que l'on fait. Alors nous, on est chargé en fait de garantir un droit qui existe en France, qui est que dès lors qu'il y a un projet qui impacte votre environnement, par exemple une route, une autoroute, un aéroport, une centrale nucléaire ou un parc éolien en mer, vous avez le droit d'être informé de l'existence de ce projet et vous avez surtout le droit de débattre pour participer à l'élaboration de la décision. Et notamment à la première décision qui est est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas ce projet. Et donc on va débattre de l'opportunité. Donc c'est un droit qui existe depuis 25 ans. On a mené à peu près 500 concertations et débats publics sur des projets très différents. Et se pose souvent la question, effectivement, d'impliquer au-delà des participants habituels, parce qu'il y a les participants habituels dans les débats publics, d'autres personnes qu'on entend très peu, dont les jeunes. En fait, les jeunes, ce n'est pas une catégorie homogène. Et du coup, ça pose plusieurs problèmes. Déjà, effectivement, quel type de jeunes veut-on faire participer? Parce que ce n'est pas homogène, c'est comme la population. Est-ce qu'on veut des jeunes en situation très défavorisée? Est-ce qu'on veut des jeunes très impliqués par rapport à certaines questions? Donc ça, c'est une première interrogation qu'on doit systématiquement se poser. Est-ce qu'ils ont envie de participer?
Alors, on développe pour ça en fait des outils très différents. Quand on fait un débat public, on a 10 ou 15 outils pour vous permettre de participer. On fait en sorte en fait que le débat il vienne vraiment le plus possible au devant des personnes. Donc on fait quasiment pas de réunions publiques de ce type parce que dans des réunions publiques de ce type, les jeunes ou les personnes les plus défavorisées ne participeront jamais. Ça c'est clair. Donc par exemple, on avait un projet très intéressant de rénovation d'un espace dans une commune à La Réunion. Et là, on a mis en place un système de virtuel, en fait, où vous pouviez, avec des casques 3D, imaginer la place que vous alliez construire. Et ça a attiré pas mal de jeunes. Mais par contre, quand on leur a demandé, ben là, par exemple, pourquoi est-ce que vous avez choisi telle option plutôt que telle autre, pourquoi là, les faire vraiment rentrer dans le débat en leur disant est-ce que vous voulez remplir un questionnaire ou pas, alors là, c'est fini. Ils ne souhaitaient vraiment pas le faire. Donc il y a vraiment les outils qui comptent et le fait de comprendre que l'outil classique qui est de prendre le stylo ou de prendre le micro, ça ne fonctionne pas nécessairement. Il faut vraiment choisir d'autres outils. Et puis la manière de présenter le dossier, c'est-à-dire que les responsables de projet, quand ils viennent, vous pensez, ils présentent le projet de manière extrêmement technique. Et ça, c'est inaccessible pour la plupart des personnes, pas simplement pour les jeunes, hein, pour tout le monde en fait. Et donc là aussi, on les oblige à retravailler leur projet pour que la présentation soit faite avec des infographies, avec des vidéos, avec d'autres outils qui feront en fait qu'on ne va pas exclure les jeunes. Moi, ce qui me frappe en fait beaucoup, c'est que dans le débat public, si on n'y pense pas, on exclut toute une catégorie de la population. Donc, il faut vraiment aller les chercher. Et je vais vous donner un exemple très concret. En France, là, on a dit au gouvernement, on ne peut pas relancer les centrales nucléaires si on ne débat pas préalablement de la politique énergétique et de l'ensemble de la stratégie énergétique, dont la place du nucléaire dans cette stratégie. Et pour ça, on est convaincu qu'il faut qu'il y ait un forum spécifique pour les jeunes. Il faut impliquer les générations futures parce qu'on l'a vu dans tous les débats, ils ont une vision, il y a un vrai clivage effectivement sur ces sujets-là. Donc on leur a dit, ce serait bien de tirer au sort une assemblée des jeunesses, au sens large, qui soit composée par exemple d'autant de jeunes qu'il y a de députés, on pourrait faire 577, en tout cas un chiffre symbolique assez fort, et que cette assemblée des jeunesses, elle construise ses propositions en lien avec les parlementaires. Qu'elles ne soient pas à part, parce que c'est souvent ça, hein, on les met un peu à part, mais qu'elles construisent bien ces propositions avec les parlementaires. Donc tout ça pour dire, oui, on peut faire du débat public avec les jeunes, mais il faut changer un peu de logiciel. Et dans certains débats, par exemple, on a des groupes de jeunes qu'on va soit recruter dans la rue, soit tirer au sort, et on leur demande de construire les modalités avec nous, parce qu'on n'a pas nécessairement les bonnes idées pour les faire travailler avec nous. Madame Ricard-Nioul, sur cette question de comment on fait pour capter des jeunes, pour les impliquer, et alors même pour co-construire avec eux les façons de les impliquer, est-ce que sur l'expérience de la conférence pour l'avenir de l'Europe, vous avez eu un retour d'expérience là-dessus? Vous êtes posé la question, est-ce que vous avez trouvé des solutions aussi pour régler cette question-là? Oui, donc la conférence sur l'avenir de l'Europe, comme son nom l'indique, concernait plus particulièrement les jeunes. Et donc, dès que la présidente de la Commission européenne a lancé, comme vous le savez, c'est une idée qui est à l'origine proposée par votre président Emmanuel Macron, mais la présidente de la Commission l'a reprise dans son programme. Et dès l'annonce, elle a insisté sur le fait qu'il fallait privilégier aussi l'accès de la jeunesse au débat sur l'avenir de l'Europe. Donc on l'a intégré dans chacune des composantes dont je parlais précédemment, que ce soit la plateforme en ligne, les panels citoyens et la plénière. Peut-être un mot sur les panels citoyens en particulier. Donc c'était 800 personnes tirées au sort, 4 panels de 200. On a proactivement décidé, donc, par exemple, d'avoir un tiers de jeunes, donc c'est-à-dire un peu plus que la proportion réelle dans la population. Donc on a introduit ce biais expressément. Et ce qui était intéressant, c'est que
dans une tranche d'âge de 16 à 25 ans. Donc on a eu aussi des jeunes entre 16 et 18 ans. Et j'avoue que moi, ça a été une des choses les plus fascinantes de cette expérience, qui n'est pas seulement d'écouter les jeunes, mais qui est de voir le dialogue entre ces jeunes et les autres générations. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas seulement d'avoir des assemblées de jeunes, même si je pense qu'effectivement, sur ce sujet-là, c'est particulièrement pertinent, mais c'est aussi ce dialogue. Et moi, ce qui m'a frappé dans les panels, c'est que il y avait parfois un peu de regroupement national qui se faisait pour parler dans sa langue et être un peu tranquille, mais il n'y avait pas tellement un groupe de jeunes versus un groupe de plus âgés. C'était très mélangé de manière intergénérationnelle, et c'était les plus âgés qui soutenaient les plus jeunes qui bousculaient un peu les plus âgés dans leurs réflexions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder. Donc de voir comment on intègre cette dynamique. Voilà. Alors effectivement, le tirage au sort, pour moi, est intéressant parce que on contrôle beaucoup qui participe, justement. Enfin, on ne contrôle pas qui, mais le type de catégorie que l'on cherche. Donc, c'est d'ailleurs sur cette base, parce que les panels citoyens européens ont bien fonctionné, que la présidente de la Commission maintenant propose de l'intégrer de manière permanente dans la manière dont on fait les politiques à l'échelle européenne. Mais évidemment, dans les autres dimensions, donc sur la plateforme en ligne, on a essayé au maximum d'associer ça avec les réseaux sociaux, par exemple, pour attirer les jeunes plutôt sur la plateforme. Dans la plénière, on avait 80 personnes issues des panels, dont des jeunes de moins de 18 ans aussi, donc qui ont eu cette interaction directe avec les politiques qui était assez incroyable. Donc, pour faire court, en gros, oui, on a intégré la dimension jeune, et oui, on a tiré des leçons des expériences qu'on a eues pour continuer et puis faire encore mieux, évidemment, pour les prochaines expériences. J'ai oublié de citer aussi que le Parlement européen a chaque année un grand événement jeunesse qui s'appelle European Youth Event, et qui a été dédié à la conférence. Donc en plus, on a donné une place particulière à cet événement. Merci, ce sont autant de solutions qui peuvent aussi s'envisager à l'échelle transfrontalière en l'occurrence. Pour revenir à la question des freins à l'implication des jeunes à l'échelle transfrontalière, il y a eu des questions notamment sur Slido sur ça, sur comment, quand la frontière physique se ferme, on vit cette fermeture quand on est jeune et qu'on vit dans un territoire frontalier. Quels impacts ça peut avoir aussi sur l'implication des citoyens en général et des jeunes, comment on s'adapte à cette évolution-là. Je vous laisserai peut-être nous dire aussi tout à l'heure, au moment de vos interpellations, comment vous avez vécu cette fermeture de frontières. On a un témoignage dans l'audience avant ça, un témoignage précieux d'une étudiante indienne à qui je vais laisser la parole tout de suite, qui a vécu le fait de se retrouver face à une frontière fermée au sein de l'Union européenne, puisqu'on était au moment du Covid et que les frontières ont pu se refermer aussi à ce moment-là. Donc c'est aussi un frein, je pense, très, très concret et très physique quand on vit sur un territoire frontalier. Le fait simplement de se retrouver contrainte dans sa mobilité. Je laisse peut-être du coup Foram, si on peut lui apporter un micro, nous expliquer rapidement qu'est-ce qui s'est passé et quel a été ton parcours à ce moment-là. Oui, merci infiniment, merci de m'avoir invité. Je suis Foram Ingohala, je viens de l'Inde et je suis étudiante en management des relations interculturelles en Autriche. L'an dernier, j'ai eu l'occasion de participer à un projet axé sur les citoyens où nous devions interviewer des gens qui vivaient dans les régions frontalières ou des personnes affectées par la mobilité transfrontalière due à la pandémie et la fermeture des frontières. J'étais une de ces victimes, si je puis dire. Et donc, j'ai dû rester en Inde à l'époque car je n'ai pas pu obtenir de visa, je n'ai même pas pu faire de demande de visa. Et donc, j'ai étudié, j'ai fait mes études en ligne pendant 1 an, pendant la Covid, donc depuis l'Inde. Et je dirais que cela, bien sûr, a beaucoup transformé ma vie. Je vivais en Inde
mais physiquement, mais mentalement, j'étais à la fois en Inde et en Autriche. Et il était difficile pour moi de vivre dans ces conditions et également, bien sûr, la différence au niveau du fuseau horaire qui exacerbait la situation. Je ne pouvais pas dormir aux heures normales pour l'Inde, qui n'étaient pas les heures normales pour l'Autriche, bien sûr. Et donc, ça a eu un impact sur ma santé physique et mentale. Et aussi, je ne pouvais pas, en fait, me faire des amis, de collègues, des collègues, des amis que j'avais en Autriche me manquaient. On avait des problèmes de communication lorsqu'on faisait, on était censé faire du travail en groupe. Donc, c'était assez compliqué. Et je dirais qu'il faut également tenir compte de frontières qui ne sont pas physiques, mais virtuelles. Et comment est-ce qu'on peut faciliter en fait les déplacements pour les personnes qui sont confrontées à ces difficultés? Les réactions vous tournent peut-être du côté de nos 3 jeunes. On va se laisser le temps à la fin pour vous laisser porter vos interpellations. Ça sera un peu la conclusion de notre session. L'idée, c'est qu'on puisse vous laisser chacun et chacune 5 minutes pour porter vos interpellations. Peut-être juste sur cette question de la frontière. Est-ce que parmi vous, comment vous avez vécu cette fermeture de la frontière l'année dernière, si vous en avez vécu une? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Est-ce que ça a été aussi potentiellement bloquant dans vos implications à l'échelle transfrontalière? Peut-être que Bekta, tu as une réaction là-dessus? So actually, it was quite a shock for me, if you didn't understand it yet. Eh bien, je veux dire que ça a été un choc pour moi en 2020, lorsque la pandémie a commencé. Comme je l'ai dit, j'ai été élevé à Strasbourg, aller en Allemagne, en Belgique, en Suisse. Pour moi, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Euh, je suis privilégié, c'est vrai, puisque j'ai été élevé dans une grande ville. Donc, j'avais davantage accès que d'autres gens, peut-être, dans les zones avoisinantes pour accéder aux trains, aux aéroports. Et aussi, j'ai quitté Strasbourg après l'école secondaire pour découvrir le monde, pour voyager en France, mais aussi en Europe. Et tout au long de ma vie, j'ai participé à un grand nombre d'échanges de jeunes, de programmes européens. Et en 2020, j'étais en Roumanie. Je venais d'arriver. C'était une semaine ou deux avant le début de la pandémie. J'étais censé y passer en Roumanie quelques mois et tout d'un coup, la Covid et les pays ont commencé à compléter fermer leurs frontières. Et je suis française, donc une citoyenne de l'Union européenne. Je vis aux Pays-Bas, donc je suis résidente de l'Union européenne, ressortissante d'un autre pays. Et tout d'un coup, je me trouvais dans un autre pays de l'Union européenne. Moi, j'aime me faire appeler une bébé de Schengen. Et je me suis tout d'un coup rendu compte que tout d'un coup, il y a quelque chose de très bizarre, car je suis dans l'Union européenne, je suis citoyenne, je suis résidente, je suis toujours dans cet espace, mais je suis en dehors de Schengen. Et dû à toutes les législations différentes, mon propre pays, la France, me disait, non, vous êtes au sein de l'Union européenne, donc officiellement, les frontières ne sont pas fermées et donc on ne vous rapatrie pas. Donc j'étais en Roumanie toute seule, mais la Roumanie me disait, écoutez, vous n'êtes pas une citoyenne, vous n'êtes pas résidente. Et aux Pays-Bas, mais aux Pays-Bas, on me disait, vous êtes résidente, mais vous n'êtes pas citoyenne. Vous avez décidé, en fait, de sortir de Schengen pour aller en Roumanie. C'est vous qui avez choisi. Et donc, vous voyez, j'étais coincé entre trois pays qui me disaient, vous êtes ici, mais c'est vous qui l'avez choisi, il faut que vous trouviez une solution, on ne peut pas vous aider. Mais moi, je n'avais pas de solution, car physiquement, je n'avais pas le droit de prendre un avion ou un train, je n'avais même pas le droit de traverser à pied la frontière. Et donc, j'étais vraiment coincé. Et ça a été une révélation pour moi. Comment a-t-on pu passer de frontières ouvertes, la grande mobilité, liberté de mouvement, le choix de vivre dans un endroit plutôt qu'un autre au sein de l'Union européenne, vivre quelque part et travailler ailleurs, et tout d'un coup, tout ça, c'est fini. Et à qui puis-je m'adresser pour trouver de l'aide? Et c'était vraiment très, très déroutant pour moi. Mais bon, d'une façon ou d'une autre, j'ai pu rentrer une fois que les frontières
ont été rouvertes. Mais c'était bizarre, parce que c'était une situation, si vous voulez, que les frontières, on me disait, ne sont pas fermées, mais en même temps, elles ne sont pas ouvertes. Un peu lien avec vos interpellations, on va se laisser du temps hein, pour que vous puissiez aussi vous porter ces interpellations à la fois aux trois représentantes qui sont assis à côté de vous et puis à la salle, puisque c'est un peu aussi l'idée que vous puissiez avoir ce temps et cet espace pour porter ces interpellations. Juste avant, je me retourne vers Madame Joanneau, puisqu'on en avait parlé ensemble pour préparer cette table ronde et je trouve que c'est une question vraiment intéressante. Alors, je vais vous faire une double question, vous répondez comme vous voulez. Sur la question notamment de comment on fait quand, dans la situation de l'année dernière, on voit les conséquences que ça peut avoir à l'échelle frontalière quand les frontières se ferment et toutes les conséquences que ça peut aussi avoir sur la participation des jeunes. En termes de débat public, de tous les processus que vous avez pu accompagner, deux questions. Déjà, comment vous avez fait pour vous adapter aussi aux contraintes qui ont été celles de l'année dernière pour continuer à faire participer les gens à vos processus? Alors, on a déjà évoqué un certain nombre de modalités, mais voilà, comment vous avez fait aussi pour adapter vos process à ça? Et une autre question qui était aussi celle qu'on avait pu discuter ensemble, en termes de transfrontalier, est-ce que le débat public se fait? Est-ce qu'on sait, on a des exemples de débats publics transfrontaliers? Est-ce que c'est un espace, le débat public, pour que les jeunes, notamment, puissent s'impliquer à l'échelle transfrontalière? Vous avez 30 secondes. Trop gentil. Alors, l'année dernière, quand il y a eu le Covid, il y a eu la première période où tout était fermé, on ne pouvait rien faire. Et après, on a voulu absolument reprendre l'activité, mais absolument pas que les débats soient uniquement sous forme numérique, parce que ça exclut de fait au moins 14% de la population en France. Donc, on a fait des préconisations pour organiser des débats, alors soit avec des petits ateliers, parce qu'il y avait des jauges qui étaient possibles, soit sur la radio, parce que la radio restait un média qui est très accessible à tout le monde. Donc, en utilisant en fait d'autres médias pour permettre à tout le monde de participer. Donc là, j'ai utilisé que 5 secondes, il m'en reste au moins 25. Sur les débats transfrontaliers, j'ai regardé sur... On a très très peu en fait de projets transfrontaliers, une dizaine grosso modo, qui sont... le premier c'était en 2004, c'était l'autoroute qui allait de Amiens-Lille en Belgique, ou d'autres cas de voies ferroviaires vers l'Espagne, ou des interconnexions électriques. Et très récemment, en fait, on a eu le projet de parc éolien au large de Dunkerque, qui impactait effectivement la Belgique. Et donc, le ministre de la mer de Flandre et la commune de La Panne, qui était directement impactée, nous ont écrit en nous disant « mais c'est pas normal parce que pourquoi chez nous, il n'y a pas de débat public ?» Donc, on leur dit bah, « là, la frontière, elle existe. Parce que juridiquement, on n'a pas le droit, nous, d'aller vous imposer dans votre pays réunions publiques et d'aller organiser chez vous des réunions publiques. Par contre, on a fait traduire les documents de présentation du dossier en flamand. On a autorisé toute question, quelle que soit la langue, sur le site ou autrement. Alors, bien évidemment, on pouvait répondre qu'en français, mais on a autorisé toutes les questions possibles. On leur a dit, si vous organisez des réunions publiques, on vous met à disposition des équipes, on vient vous voir et on ira les faire chez vous. Mais c'est un peu le paradoxe finalement, parce que là, c'est vraiment un projet qui impacte directement la Belgique, hein, et où il y a une communauté très... les gens vont habituellement à La Panne pour un week-end. Mais juridiquement, il y a une barrière pour le débat public. Donc on l'a un peu contourné, mais dans la limite du droit. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Si vous avez une réaction sur... Sí, es que siendo de una eurociudad no puedo evitar hablar sobre las consecuencias del debate de la... Oui, en fait, on ne peut pas s'empêcher de parler des conséquences de la fermeture de nos frontières. Nous avons vécu des moments traumatiques, y compris pour nos familles qui vivent aux frontières, pour les travailleurs aussi, qui étaient à 5 minutes de leur travail, tout d'un coup ils ne pouvaient plus y aller, aussi des pertes financières pour l'économie. Et donc les États dans ces zones transfrontalières doivent trouver le moyen d'appliquer différentes politiques. Il me semble que les gouvernements, bien sûr, sont les preneurs de décisions,
mais sont trop éloignés des frontières. Et c'est une des raisons pour lesquelles la décision a été prise en fait de fermer les frontières internes de l'Union européenne. C'était vraiment très, très dur. Et nous espérons que l'analyse produite par la MOD de la conséquence de la fermeture de ces frontières, nous-mêmes, en fait, nous avons conclu que des millions d'euros avaient été perdus dû à la conséquence de tout cela. Et ceci doit nous permettre de réfléchir sur la façon de mieux consolider nos territoires frontaliers. C'est vrai que nous sommes de véritables laboratoires d'expérimentation. Nous sommes des zones privilégiées également pour lancer ces projets pilotes. Et l'on peut dans ces zones peut-être mettre en œuvre des politiques plus innovantes avec la participation naturellement des jeunes. Écoutez-les bien parce qu'ils ont préparé leurs interpellations, ils ont des requêtes, ils ont des questions, ils ont des choses qu'ils souhaiteraient sur cette question de l'implication des jeunes à l'échelle transfrontalière. On n'aura pas le temps pour des réactions dans la salle malheureusement puisqu'on est trop juste en temps. Mais par contre, on se laisse le temps pour chacun de vous trois d'effectivement nous exprimer vos interpellations. Je me tourne vers toi, Bekta. Tu as vraiment 5 minutes, mais maximum, maximum, maximum. Promis. So I have actually three in one. So the first one, I would like to share with you, like. Et la première chose que je souhaiterais partager avec vous, ma vision des choses ou ma préoccupation en ce qui concerne la participation des jeunes. Ces dernières années, je considère que les jeunes participent de plus en plus, ils sont de plus en plus intéressés. Cette année, l'année européenne de la jeunesse en particulier, on a mis l'accent sur les jeunes. Et franchement, je suis aussi un petit peu inquiète du fait que on se dira, écoutez, on a peut-être suffisamment fait cette année avec l'année européenne de la jeunesse, mais vous savez, ça ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas dire une semaine d'année de la jeunesse, ça suffit, passons à autre chose. Non. Au contraire, il faut essayer de sensibiliser davantage à la jeunesse et qu'on nous oublie trop souvent. Nous sommes une partie de la population qui représente de fait l'avenir. Et donc, ce que nous lançons maintenant, nous le vivrons dans 10 ans, dans 20 ans ou plus. Mais s'il faut attendre 20 ans avant de pouvoir exprimer notre opinion, ce sera trop tard à ce moment-là. Et je souhaite que tout le monde ici et en ligne garde cela à l'esprit. La jeunesse ne doit pas être simplement quelque chose à la mode, une année ou une autre, mais c'est quelque chose à long terme, car la jeunesse existe toujours avec différentes générations. Il faut absolument les faire participer de manière concrète. Donc, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas après décembre, après la fin de l'année officielle de la jeunesse. Et aussi, j'aurais une question. Je sais que je n'obtiendrai peut-être pas de réponse. Posez-la sur Slido ou les réseaux sociaux. Je verrai si quelqu'un peut me donner une réponse. Mais ma question est de savoir, et ceci reflète la première question que vous avez posée sur Slido et la réponse qu'on a obtenue. Concrètement, qu'est-ce qui est fait pour attirer les jeunes? Il y a des opportunités qui existent pour les jeunes, c'est vrai, mais comment les atteindre, ces jeunes? Comment les sensibiliser? Comment les intéresser à long terme? Il y a un moment, bien sûr, où une action est décidée, effectuée, mais ça ne doit pas être isolé. L'action doit faire l'objet d'un suivi et élargi par la suite. Et les jeunes doivent aussi avoir la responsabilité de leurs propres actions de ce fait. Et je me demande aussi, avec cette année européenne de la jeunesse, aujourd'hui ou cette année, j'aimerais savoir quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour veiller à ce qu'il y aura un suivi dans 5 ans, dans 10 ans et au-delà. Et j'aurai 2 propositions concrètes. Ce ne sont pas les seules, bien sûr. Je suis sûr qu'ensemble, on pourrait faire bien d'autres propositions. Mais selon mon expérience
personnel, je faisais partie d'un conseil de jeunes à Strasbourg quand j'étais plus jeune, axé sur le conseil des jeunes de Strasbourg. Nous avions un projet avec d'autres pays européens, mais je me suis rendu compte récemment, il y a 2 semaines, j'étais à Berlin et j'ai rencontré quelqu'un qui vivait à Kehl, de l'autre côté de la frontière, près de Strasbourg, et qui a mon âge. Et en fait, nous étions dans la même école européenne quand nous étions jeunes, pourtant je ne l'ai jamais rencontré. Et je me suis dit, ah, c'est extraordinaire. J'ai jamais parlé à un jeune ou une jeune de l'autre côté de ma propre frontière. euh, euh, pour d'autres choses, oui, mais j'ai jamais échangé mon expérience avec un autre jeune de mon âge de l'autre côté de la frontière. Et j'ai trouvé ça tout à fait incroyable. Et donc, je vous encouragerai à le faire, à utiliser des espaces de jeunesse leur permettant d'échanger, d'apprendre les uns des autres, sans oublier, bien sûr, les institutions plus officielles. Il est important que celles-ci, ces institutions, écoutent les jeunes et quels sont leurs besoins. Et aussi, si vous ne savez pas comment commencer, il y a ce qu'on appelle le manifeste de la jeunesse de Interreg. Je sais que je n'ai pas le temps, mais je vous encourage à vérifier sur Google. Ça fait 6 pages et c'est vraiment très intéressant ce manifeste et vous apprendrez beaucoup. Et il y a une liste de contrôle d'actes, de mesures concrètes vous permettant de vérifier si vous êtes engagé activement auprès des jeunes. Merci. Effectivement, on n'aura pas le temps de prendre des réactions. Je vous invite vraiment, si vous avez des réactions dans la salle, à nous les mettre sur Slido. Dans tous les cas, ensuite, à l'issue de la journée, vous serez là aussi. Donc, si vous voulez aller discuter de tous ces enjeux avec nos 3 jeunes, leur donner des réponses si vous en avez, n'hésitez pas, parce que ça sera, je pense, très enrichissant. Iruné, je te laisse la parole. Bueno, yo no traía ninguna pregunta así concreta para haceros, pero sí quería remarcar la... Donc, différentes choses à dire, mais j'aimerais noter l'importance pour nous de communiquer la réalité que les personnes vivent de chaque côté de la frontière. Et dans ce sens, la communication est très importante. Il faut souligner cela, il faut créer ces espaces de communication et les faciliter. Parce que dans mon cas, par exemple, dans mon université, il y avait un étudiant français qui a eu la possibilité de venir étudier avec nous parce qu'elle parle la langue euskera basque, elle ne parle pas espagnol. Donc parfois, même qu'on pense que les langues pourraient être obstacles, en fait, cela nous permet de réunir des personnes de différents côtés de la frontière pour créer une communication, un discours qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Dans le cas de la France, cela ne se passe pas uniquement de notre côté. Ils ont tissé des frontières avec des pays qui parlent allemand, italien. Donc, il y a des frontières physiques et politiques font en sorte que les étudiants, d'autres personnes qui vivent de l'autre côté de la frontière, aient un accès aux études dans une langue spécifique. Nous ne réalisons pas l'importance de créer ces espaces de communication pour promouvoir les langues. Cela peut aider à devenir unis. Parce que si c'est ça, au Portugal et l'Espagne, cela ne nous inquiète pas parce que nous ne sommes pas concernés par les personnes de l'autre côté de la frontière. Connaître une langue à 100 mètres de leur domicile qui rendent la communication impossible s'il n'y a pas eu d'espace préparé. Si nous voulons créer des vecteurs de communication entre les personnes de manière naturelle, il faut changer la manière dont les langues sont gérées au niveau de nos frontières aussi, je pense. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je dois avouer que j'avais vraiment, c'est la partie qui m'intéressait le plus. C'était formidable d'avoir des dialogues avec des représentants des institutions dans cette table ronde. Et moi, j'ai une question que j'aimerais poser maintenant et peut-être l'introduction rapide. Je vais vous expliquer comment j'ai décidé de préparer cette question.
pendant notre animation, nous avons souvent utilisé un fichier Excel qui nous a donné un aperçu des programmes de bénévolat et parmi les colonnes, on avait une colonne sur l'âge et j'ai noté que tous ces programmes avaient pour cible le même groupe, les jeunes. Et puisque moi, je suis quelqu'un passionné par ce sujet, je suis conscient de savoir pourquoi c'est le cas et je pense que c'est bien que vous êtes axé sur les jeunes. Cependant, je me demande souvent si on ne devrait pas toujours soutenir l'engagement de toutes les personnes parce que les jeunes peuvent souvent choisir à partir de différents programmes et sont toujours connectés aux réseaux sociaux aussi, mais les personnes plus âgées ont une mobilité réduite, des moyens financiers réduits ou des compétences techniques limitées. En plus de cela, ils sont exclus de ces programmes de toute façon. Et je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles cela est dommage. D'un côté, les personnes plus âgées pourraient en tirer l'avantage de leur engagement. Eux-mêmes, ces personnes resteraient plus actives, seraient en contact avec d'autres personnes. Cela peut lutter contre la solitude, les donner plus de confiance et en même temps, ils pourraient contribuer à la société parce qu'ils pourraient travailler pour un projet social. Bien sûr, cela pourrait être réduit à des personnes qui pourraient faire ce travail de manière physique. Et il faudrait que ce soit des tâches qui ne seraient pas trop difficiles en termes physiques. Mais c'est la raison aussi pour laquelle un philosophe allemand a voulu une année sociale obligatoire avant de prendre la retraite. Et cela serait difficile au niveau national. Mais au niveau international, il est encore plus difficile parce que beaucoup de personnes qui n'auraient peut-être pas eu accès à ces programmes quand ils étaient jeunes, parce que ces programmes n'existaient pas, pourraient avoir plus d'expériences interculturelles, ce qui pourrait faire en sorte qu'ils soient plus ouverts d'esprit, surtout pendant des périodes d'une montée de nationalisme, de changement climatique. Cela est encore plus important que jamais. Il nous faut une prise de conscience à travers les générations pour ces problèmes d'envergure globale. Et cela voudrait dire aussi qu'il nous faut un engagement à travers les générations aussi. Ceci étant dit, si vous pourriez imaginer porter ces programmes vers des personnes plus âgées ou créer d'autres programmes pour les personnes plus âgées ou peut-être des personnes, des retraités, est-ce que vous pensez que cela serait possible? Est-ce que vous pourriez soutenir cela en termes politiques? Merci beaucoup à tous les 6. Merci Madame Ricard-Nioul, merci Madame Alvarez, merci Madame Joanneau d'avoir été présente avec nous. Bravo à nos 3 jeunes d'avoir supporté ces interpellations. C'est un exercice qui n'était pas forcément aisé et je pense que vous l'avez réussi avec brio. On peut les applaudir.